Bonjour à toutes et tous. Le cycle reprend avec cette première conférence. Je me présente, Pierrick Tigrade, je suis archéogéographe au service départemental de l'archéologie du Val d'Oise. J'étudie en fait tout simplement les vestiges du passé par le prisme de la géographie, avec cette idée que nos paysages actuels sont en réalité certaines formes résilientes d'un paysage plus ancien. Pour prendre des exemples que vous connaissez sûrement, l'itinéraire de la chaussée Jules César est déjà et encore largement emprunté, alors qu'il s'agit d'une voie romaine au moins attestée au 1er siècle de notre ère. Donc moi, au sein du SDAVO, donc j'ai utilisé l'acronyme pour parler de mon service au sein du conseil départemental, mes missions principales, c'est de gérer du coup la carte archéologique départementale, la cartothèque et le système d'information géographique, dont ces deux derniers points feront l'objet de quelques diapositives au sein de ce diaporama, et puis du coup de les mettre en œuvre en amont de l'archéologie préventive pour des analyses. Donc pour rappel, l'archéologie préventive, c'est tout ce mode de recherche archéologique en amont des aménagements urbains et ruraux pour préserver les vestiges, et puis également tout ce qui va être renseignement des plans et documents d'urbanisme, avec évidemment cette mission d'inventaire du patrimoine départemental. Voilà, ce nuage de mots, ça revêt un petit peu tout ce que peut représenter mes missions. Aujourd'hui, la conférence, on va traiter principalement 3 points. Le premier, évidemment, c'est la question de la source fondamentale de cette conférence qui va être la carte ancienne. Je ne vais pas faire un catalogue de toutes les cartes et plans anciens qui concernent le département. Pour ça, je vous renvoie à une documentation grise qui est au sein du conseil départemental, qui est l'Atlas historique du Val d'Oise, donc qui reprend toutes les cartes et plans anciens qui peuvent intéresser l'histoire du département, et puis sa publication aux éditions Errant sur une forme plutôt francilienne par Laurent Costa et Sandrine Robert, donc Sandrine Robert qui était à mon poste auparavant, aujourd'hui à l'EHESS. Donc on va parler des sources et ensuite on va s'intéresser à comment on les met en œuvre. Je vais vous présenter quelques outils méthodologiques sans non plus rentrer sur l'aspect purement métier, puisque ça risque de vous assommer avant la fin de la conférence. En tout cas, on ira très vite sur des études de cas, sachant que les études de cas que j'ai choisies, c'est un petit peu l'actualité archéologique du département de cette année. Donc on ira pour commencer à Bouqueval, autour d'un diagnostic qui a lieu au printemps 2021, où on étudiera plus précisément le plan d'intendance. Ensuite, nous irons à Erani, qui a été un diagnostic dont le rapport a été rendu au mois de mai, où là, nous verrons l'usage du cadastre napoléonien. Et puis, sur un rapport qui est encore en cours, donc on va avoir de l'inédit, une intervention dite autour d'une découverte fortuite dans le domaine clos du château des Coins. Donc on va vraiment être sur ces éléments-là, mais qui vont permettre de brasser pour vous aussi dans quel contexte on travaille, sur quel type de problématiques, et de voir justement aussi la diversité de nos interventions, sachant qu'encore aujourd'hui, nous avons 3 opérations archéologiques qui ont lieu au moment de cette conférence. Donc évidemment, ce qui est important, c'est une petite remise en contexte, puisque évidemment, moi je travaille dans un cadre donné avec des outils donnés. Il faut bien se rendre compte, la chance qu'on a au département du Val d'Oise, c'est qu'on a une sorte de colonne vertébrale. On a le musée départemental de Guiry, ce service départemental d'archéologie du Val d'Oise qui est à l'université de Cergy aujourd'hui, et puis aussi, en termes de collectivité territoriale, un musée d'intercommunalité avec Arkea, sur lequel évidemment
en tant que premier acteur professionnel, on s'appuie sur un large réseau associatif et très dynamique sur notre département. En tout cas, les élus ont pris, pour un département très jeune, la question du patrimoine, et notamment du patrimoine archéologique, très tôt, en signant dès 1976 une charte avec l'État en 5 points, dont les principales formalisations étaient donc la départementalisation du musée de Guiry, et puis évidemment la création d'un premier poste d'archéologue territorial en 1976, puis la formalisation du service en 1984, autour évidemment de 2 sites majeurs. Là, je vous présente l'abbaye de Maubuisson en quelques images, mais évidemment Beaumont-sur-Oise. En tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'a été mise en place une des missions principales avant l'apparition de l'archéologie préventive, qui est donc l'inventaire départemental du patrimoine archéologique, autour de grands sites, et il faut tout à fait se référer à l'activité actuelle, c'est-à-dire les mégalithes, les mottes, qui ont fait l'objet très tôt d'inventaires. Et pour cet inventaire, on s'est appuyé évidemment sur les sites connus, et puis pour aller au-delà, ce qu'on a appelé indice de site, c'est-à-dire de se référer à tout un tas d'éléments documentaires, et notamment les cartes anciennes, par la toponymie ou la microtoponymie, comme a pu développer Monique Vabon lorsqu'elle était au service, et puis également tous les éléments anciens qui sont cartographiés sur ce type de document, avec la naissance du coup de la cartothèque. Donc la cartothèque, c'est un des outils majeurs du service donc, qui accompagne son développement depuis plusieurs décennies. Ça représente aujourd'hui environ 7500 documents papier numérisés. Donc dans un premier temps, on s'appuyait sur les fonds évidemment des archives départementales. Et puis maintenant, du coup, on diversifie aussi le type d'archives. Là, par exemple, dans cette idée d'acquisition et d'archivage au sein de la cartothèque, c'était à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, donc le lieu qui conserve l'ensemble des documents liés à l'administration des monuments historiques. Là, c'était dans le cadre d'un diagnostic qui avait lieu à l'Usarche, dirigé par Aurélia Allegri, au château de la Motte. Et on s'était intéressé justement à la bipolarité qui était déjà connue au niveau des seigneuries laïques, mais aussi ce qui était un petit peu moins connu entre l'église paroissiale et l'église collégiale. Et dans ces recherches, on est allé avec Bertie Dagnon aux archives départementales, où au sein d'un procès entre les 2 chapitres, un plan était inséré de cette église collégiale qui est aujourd'hui disparue, où il y a quelques vestiges encore au pied du donjon, mais c'est sur un terrain privé. Donc c'est aujourd'hui le seul plan que l'on connaisse de cette église collégiale, donc évidemment qui avait une influence au-delà de l'usage, puisque au-delà du rôle liturgique, il y avait aussi des activités de bienfaisance sur les paroisses alentours. Donc voilà le type de document qui rentre vraiment en termes d'opérationnel, donc c'est au gré des nouvelles opérations. Et puis également sur des projets, comme je vous dis, qui accompagnent le service départemental. Donc on avait eu un projet l'année dernière qui avait été achevé, qui représentait pratiquement 8 ans de travail sur les carrières historiques du département. Et là, depuis cette année, on travaille sur l'histoire du département à partir de l'archéologie des conflits contemporains et du coup, évidemment, l'apparition de la photo, avec le fond qui est de la Royal Air Force et notamment la documentation liée au site stratégique du Val d'Oise et aux bombardements qui ont lieu sur le département. Donc là, c'est un premier inventaire des bombardements répertoriés sur le département. Et puis, du coup, on a acquis ces premières images qui ont permis en fait de cartographier, au-delà de renseigner l'histoire, aussi les risques pyrotechniques. Donc là, c'est les photographies du 7 août 1944 suite à un bombardement à Nuco. Donc on voit qu'aussi il y a d'autres communes qui peuvent être affectées par une cible stratégique, avec plus de 1591 impacts d'obus qui ont pu être documentés, sachant que, comme vous l'avez vu sur la carte précédente, il y a eu jusqu'à 25 bombardements, en tout cas missions de bombardement sur cette commune rurale du département. Et l'objectif était les carrières, puisque c'était au niveau européen le 3e site de stockage pour le matériel lié au V1 et V2, et du coup qui était une cible essentielle de l'opération Crossbow qui visait justement à démanteler ce qui mettait en péril le Royaume-Uni. Donc vous voyez, on part, là c'est un extrait de cette photographie pour finalement documenter ces risques pyrotechniques sur le territoire du Val d'Oise. Donc pour arriver à cette cartographie,
à partir des éléments de la cartothèque, on s'appuie évidemment sur le système d'information géographique. On ne va pas rentrer dans des grands détails. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que c'est un logiciel qui permet une aide à la décision et surtout à utiliser ce fonds de la cartothèque. Là, on part par exemple du plan de la seigneurie de Fos, qui est aussi dans l'actualité, puisque les jeunesses préhistoriques et géologiques de France ont repris des fouilles actuellement en amont du centre d'interprétation qui va avoir lieu à Fos. Et donc là, il s'agissait du coup de partir de ces documents anciens et grâce au système d'information géographique, on va essayer de replacer ce document avec des éléments de carte actuelle pour pouvoir justement le remettre à une échelle contemporaine. Et dans un système d'information géographique, ça permet de lui rattacher une géolocalisation. Donc on va tout simplement essayer de repérer sur ces cartes et plans anciens ce qu'on va appeler les points d'amer. Donc en fait, c'est les invariants, que ce soit les carrefours, les parcellaires ou des éléments du bâti vernaculaire. On va pouvoir replacer cette carte à une échelle. Là, par exemple, la carte de fond, c'est le parcellaire actuel. Et vous voyez comment on a pu intégrer cette carte ancienne dans la commune de Fos. Et cet extrait, ça va nous permettre après, par différents moyens d'analyse, d'extraire ou tout simplement de dessiner des éléments. Là, on peut s'affranchir de la carte ancienne, où là, il y a une représentation du parcellaire et du bâti ancien qu'on va pouvoir tout simplement comparer avec le bâti actuel. Donc c'est une aide à la décision aussi, puisque ça va nous permettre en fait de repérer quel est vraiment le noyau urbain historique d'une ville, quel est aussi parmi ce patrimoine bâti présent à la fin du XVIIIe siècle, ce qui est encore en élévation au sein de la commune de Fos, et de pouvoir, sur différents plans actuels, par exemple la revitalisation des cœurs de ville, désigner quelles sont ces parties du cœur ancien à préserver, et puis aussi pouvoir orienter des visites de ce bâti vernaculaire pour le grand public à valoriser aussi. Donc ça prend différentes formes, mais là par exemple on participe, le département, aux plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire que grosso modo on est tous affectés par ça, c'est-à-dire que votre commune va décider de l'évolution de son territoire sur les 10 prochaines années. Et donc on va être aussi une aide à la décision parce que vous voyez la différence entre ce que vous avez en rouge qui est le cœur d'Argenteuil en 1830 et son urbanisation. Et du coup, la ville d'Argenteuil, avec différentes communes, voudrait en fait renouer son lien qu'elle a avec la Seine. Et du coup, c'est aussi à travers ces cartes et plans anciens, redonner du sens à quel est le vrai centre historique d'Argenteuil, quel est le vieil Argenteuil, et comment, à partir de ce centre, d'être facilité des aides à la décision dans la revitalisation de ce centre historique. Voilà quelques usages du SIG. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Ce qu'il faut juste imaginer, c'est que derrière tous ces éléments dessinés, vous pouvez en fait attacher tout un tas d'informations, comme un tableau Excel qui va vous permettre en fait d'interroger ces différents éléments de forme dessinés. On va venir à des choses un peu plus poussées dans l'analyse et dans l'utilisation du coup de ces cartes et plans anciens à travers les études de cas. Donc là, comme je vous le disais, on va commencer par Bouqueval avec un diagnostic archéologique qui a lieu au printemps, qui était donc dirigé par Elisabeth Tribouillard, qui est l'archéologue proto-historienne, donc les Gaulois, sur le département. Et puis, vous voyez là l'emprise du diagnostic sur cette commune de Bouqueval. Pour donner un petit peu une idée de ce que ça représente sur le terrain, vous voyez ici l'emprise du diagnostic, mais surtout l'emprise des tranchées qui doit diagnostiquer environ 10% de la surface afin de voir ou non si ces terrains recèlent de vestiges archéologiques qui méritent une prescription de fouille. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais les petits points que vous voyez, c'est les archéologues au travail. Et en arrière-plan, vous avez donc le village de Bouqueval. Ce qui était intéressant ici, c'est suite au résultat du diagnostic, qui présentait en fait des traces agraires liées à la viticulture, de voir, puisqu'il n'y avait pas d'éléments datants, ce que pouvaient apporter dans la vision de ce paysage de Bouqueval les cartes et plans anciens. Donc on a mobilisé un document qui est donc disponible sur le site des archives départementales du Val d'Oise, avec ces plans topographiques du territoire de la paroisse de Bouqueval,
qui est le premier plan pour cette commune que l'on dispose. Au final, c'est la première vision du territoire à l'époque moderne de Bouqueval. Vous voyez qu'ensuite, il y a un tableau qui est associé, puisqu'il faut bien se rendre compte que ce plan dit d'intendance lié à l'intendant Berthier de Sauvigny, qui est aussi réputé pour une des premières victimes de la Révolution française, c'était en fait destiné à une meilleure répartition d'impôts, et du coup c'était une forme de plan d'occupation des sols de la fin du XVIIIe siècle. Là, celui-ci, il a été réalisé en 1786, et on a la chance de l'avoir pour Bouqueval, puisque la mosaïque n'est pas une mosaïque continue sur le département. Il y a des communes qui ne disposent pas de ce plan d'intendance. Donc ce tableau va reprendre ce qu'ils appellent nom de canton, en fait des terroirs, mais qui peuvent être aussi des anciennes limites de fief, avec tout un tas de critères qui correspondent aux critères qui étaient retenus à la période, c'est-à-dire les terres qui correspondent en réalité aux terres labourables, et ensuite on va déterminer les espaces bâtis, les prés, les oserets, tout élément constitutif du paysage qui mérite d'être individualisé puisqu'il représente une différence d'impôt. Donc comment on va utiliser nous ces documents-là? C'est qu'on va un petit peu déconstruire ces cartes par thème, en s'appuyant d'abord sur le réseau hydrographique. Donc vous voyez ici, on voit très bien le réseau secondaire de Bouqueval, avec des éléments remarquables comme les fontaines, les mares. Particularité de Bouqueval, c'est qu'il n'y a pas de moulin à eau, bien qu'on sait qu'aux périodes médiévales et modernes, on va privilégier les cours d'eau secondaires plus facilement maîtrisables pour l'usage de l'énergie hydraulique. Par contre, il y a un moulin à vent qui est figuré à l'ouest du département, de la commune. Et puis, il y a aussi les lieux de passage qui étaient utilisés à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce qui est intéressant là, c'est aussi que ces cours d'eau ont pu être, depuis, du fait de l'agriculture présente à Bouqueval, canalisés au Buzet et disparus du paysage. Donc, ça permet aussi de dessiner un paysage hydrique et du coup, la manière dont le paysage était vécu à la fin de l'époque moderne. De la même manière, on s'est intéressé au réseau viaire. Donc réseau viaire qui a deux caractéristiques principales. C'est qu'il sert principalement à parcourir les parcelles agricoles. C'est pour ça qu'il y a ces formes un petit peu triangulaires qu'on retrouve. Et puis évidemment, les itinéraires principaux qui passent par le village de Bouqueval, qui est un point important de ce réseau routier. Réseau routier finalement qui a peu bougé. Lorsque l'on compare avec les cartes, ici vous avez la carte dite type 1922, donc finalement c'est la carte série bleue que vous pouvez utiliser, mais des années 1950, et à côté la photographie aérienne de la même période. Simplement ce qu'il faut prendre en compte, comme vous le voyez sur la photographie aérienne, c'est qu'il y a aussi les chemins dits d'exploitation, c'est-à-dire les chemins utilisés de manière continue par les agriculteurs selon les travaux dans les champs. Mais on retrouve à peu près ces itinéraires routiers qui ont peu évolué. Et là, vous avez aussi de nouveau une lecture d'itinéraires routiers avec les itinéraires principaux. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est les itinéraires qui sont associés à des itinéraires antiques, avec l'itinéraire Paris-Senlis et celui en limite communale Beauvais-Sens. Alors on ne le retrouve pas dans les sources antiques, notamment pour certains vous connaissez la table de Peutinger, mais en tout cas c'est des itinéraires réguliers qui traversent le département et qui sont représentés de manière ancienne. L'axe Beauvais-Sens avait déjà été identifié par Rémy Guadanien, ce qu'il appelle lui l'avenue de Beaumont. En tout cas des itinéraires de grand parcours qui traversent le village. Et puis de l'autre côté on s'est intéressé aussi aux marqueurs spatiaux, parce que c'est des éléments importants du paysage, en tout cas de l'époque moderne. Notamment, vous voyez qu'aux différents nœuds routiers et marqueurs spatiaux entre deux paroisses, vous allez avoir systématiquement soit un élément de bâti vernaculaire comme une croix, ou alors l'identification d'un arbre remarquable, où en limite justement de ces différentes paroisses, on va mettre, vous voyez au nord l'orme moudard et l'orme du Tibre. Donc, ce qui veut dire aussi une manière de symboliser un changement de paroisse, ou en tout cas peut-être une limite seigneuriale à cette période-là. Revenons au premier usage finalement de ce plan d'intendance, qui est le plan d'occupation des sols. Et grâce à l'outil dont je vous ai présenté brièvement quelques détails techniques, qui est le système d'information géographique, à une échelle contemporaine, à une localisation contemporaine, on va pouvoir avoir une localisation précise des différents éléments qui constituaient le paysage ancien. Donc là, vous voyez l'ensemble du maillage du territoire de Bouqueval. Et ce qui a apporté justement cette analyse et l'étude archéogéographique, c'est finalement que Bouqueval
c'est toujours un territoire rural. Et finalement, quand vous le traversez aujourd'hui, vous êtes très proche d'un territoire du XVIIIe siècle, tel qu'il était en tout cas, puisque avec les nuisances de l'aéroport, il n'y a pas eu d'urbanisation, et ça reste aujourd'hui un territoire agricole, avec finalement beaucoup de résilience sur les itinéraires routiers, sur les éléments de bâti. Ce qui a été intéressant ici d'évoquer à travers le plan d'intendance, c'est aussi l'omniprésence de certains éléments qui ont disparu, puisque plus d'usage aujourd'hui. Ce que vous voyez sous les formes quadrangulaires vertes, c'est donc ce qu'on appelle les remises, qui étaient destinées à, lorsqu'il y avait les passages d'oiseaux migrateurs, à ce qu'ils s'arrêtent pour la chasse. Et puis vous avez également en violet la présence des vignes, qui en fait, par rapport à l'image que je vous ai montrée du diagnostic, est logique, puisque c'était à flanc de coteau, sud-sud-ouest, donc une très bonne orientation, et c'est ce qui a été retrouvé en fouille à cet emplacement-là, c'est ces éléments de pied de vigne. Deuxième étude de cas, là on passe sur les boucles de l'Oise. En rouge, vous voyez l'emprise du diagnostic. On change de contexte, puisque comme vous le voyez, on est dans un contexte très urbain. C'est pour ça que par rapport à Bouqueval, l'emprise du diagnostic est beaucoup plus contrainte et limitée. Pour vous donner une idée un petit peu, voici la fin du diagnostic qui était dirigée par Amélie Dacosta, donc qui est archéologue préhistorienne, préhistoire plutôt ancienne, éliticienne. Et donc là, pareil, c'est des traces agraires qui ont été révélées par l'archéologie. Et le but, c'était évidemment, par rapport à d'autres contextes, d'apporter des éléments datants grâce aux cartes anciennes, puisque bien souvent les traces agraires livrent très peu de mobilier, puisque forcément il n'y a pas une occupation pérenne et continue d'habitat à côté. Donc au sein du système d'information géographique, on va avoir tout le cadastre napoléonien qui a été justement géoréférencé, qu'on peut interroger de manière systématique. Là, pour plus de lisibilité, ce que vous voyez, c'est les tableaux d'assemblage, c'est-à-dire ce qui permet pour chaque commune de refaire la mosaïque des différentes feuilles du cadastre napoléonien. Particularité de la feuille, des feuilles concernant Éragny, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on connaît Neuville et Éragny, c'était une seule et même commune qui n'a été divisée qu'en 1869. Donc par exemple, si vous faites des recherches sur Éragny, il faudra aussi prendre en compte ce découpage ancien de la commune. Pour contextualiser, dans un premier temps, en préparation de l'opération, ce qui était intéressant, c'était de repérer encore une fois quel était le noyau urbain, savoir si on allait tomber ou pas sur des substructions. Et souvent, quand c'est un noyau urbain, ça va être les caves que les archéologues vont retrouver. Et puis également, puisqu'on est dans la boucle de l'Oise et en rupture de plateau, savoir s'il y avait des exploitations de matériaux qui pourraient gêner du coup la lecture du terrain avec justement ces traces d'exploitation des matériaux. Donc pour tout ça, on s'est appuyé du coup sur une feuille du cadastre, la feuille de la section L de 1812. Et d'où l'intérêt des outils qu'on utilise au sein du service, c'est que vous voyez, cette feuille n'est pas orientée. En tout cas, quand j'emploie le terme orienté, c'est au nord. Parce que, en fait, il y a plusieurs contraintes qui sont liées à ce type de document. La principale, c'est que ça avait de rentrer dans une feuille qu'on appelait au format aigle. Alors, c'est environ 95 sur 65 cm, et à une échelle qui était au 1/2500e, avec quand même, par rapport à d'autres cartes anciennes, une normalisation qui va intervenir dès la mise en place du cadastre napoléonien en 1805. Mais finalement, ces manuels de normalisation, c'est tout ce qui nous reste pour documenter la mise en œuvre de ce cadastre, parce qu'il va avoir, encore une fois, un lien entre le fait de faire un cadastre et la répartition de l'impôt. Ça dépendait du ministère des Finances et du coup, il a brûlé en 1871 avec une grande partie des archives liées à la mise en œuvre de ces cartes d'un point de vue technique, puisque bien souvent, on dispose aussi de données d'arpentage qui sont associées à ces plans, qui sont aux archives départementales. Donc 1871, évidemment, ce date anniversaire qu'on a, anniversaire, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas, qui est lié évidemment à la commune. Et du coup, on a encore des rares recueils qui nous présentent la manière dont le cadastre a été mis en place et de comprendre du coup ce qui est lié à la symbologie. Donc là, on est donc parti de ce cadastre. Ce qui était intéressant, et comme vous pouvez le voir, c'est qu'à la différence du plan d'intendance qui représente
le mode d'occupation, là, on va être vraiment à l'échelle de la parcelle. Et une première lecture, c'est que vous voyez, on est sur un type de parcellaire bien particulier qu'on appelle en fait en lame de parquet. Je pense que c'est assez facile à comprendre lorsqu'on l'observe. Et ce qui va donner déjà certains renseignements, et notamment sur le mode de répartition, qui est une répartition égalitaire de succession, qui va faire se multiplier ce type de parcelle. Je vous renvoie là aux différentes vidéos qu'ont mis en ligne ces dernières semaines les archives départementales sur les documents associés à ces plans qui sont les matrices cadastrales, où justement ces petits numéros que vous voyez sur les parcelles renvoient aux propriétaires et au type d'utilisation des terres. Et donc là, ce qui a été symbolisé, c'est le nombre de propriétaires différents sur l'emprise du diagnostic en 1812. Ce qui ne veut pas dire que propriétaire égale exploitant. Ça peut être un exploitant qui loue les terres à différentes personnes. Mais en tout cas, voilà une des premières lectures sur l'occupation parcellaire du terrain. Et du coup, en utilisant les documents d'archives du cadastre napoléonien, on va pouvoir associer justement des données. Et donc là, les données liées à l'occupation de chaque parcelle. Donc en violet, vous avez les vignes. En vert, vous avez le bois et ce qui est appelé terre ou terre labourable, donc terre en culture, en tout cas en 1812. Et après, avec l'évolution des matrices, vous pouvez suivre l'évolution aussi de la nature des parcelles. Et vous voyez en rouge ce qui a été découvert à nouveau durant ce diagnostic. Ce sont les pieds de vigne, et du coup qui correspondent pour la plupart à l'occupation de ces parcelles par la vigne, qui a disparu de nos paysages actuels pour évidemment des causes qui ont touché une grande partie du territoire français. Au-delà de la déperdition du vin de France en termes de goût, évidemment, il y a eu le phylloxéra qui est passé et qui a mis fin définitivement à cette pratique de viticulture au sein de notre département. Donc, autre étude de cas, et là, on va passer à un type d'approche un petit peu différent. Type d'approche déjà opérationnelle, puisque là, on n'est plus dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la question de l'archéologie préventive. On intervient sur ce qu'on appelle la découverte fortuite. Bon, ça porte assez bien son nom. Là, le contexte était dans le domaine clos du château d'Écouen, donc du Musée national de la Renaissance, un effondrement d'un flanc de coteau avec du coup une cavité qui est apparue. Cette cavité qui était en fait, comme vous le voyez sur la coupe transversale, une ancienne glacière. Et la question, c'est de savoir, à travers l'analyse archéogéographique, quels éléments on pouvait apporter sur l'environnement de cette glacière et de savoir si on la retrouvait à travers les cartes et plans anciens. Donc on s'est intéressé d'abord à l'espace forestier dans lequel était la glacière. Donc là, évidemment, on va essayer de repérer les documents les plus anciens possibles. Et là, on arrive sur ce que je vous disais, carte compilée, on va essayer de voir les différentes sources possibles qui peuvent renseigner ce domaine clos du Musée national de la Renaissance. Et ce qui nous renvoie du coup à un premier plan de 1715. On va redécouvrir cette forêt telle qu'elle fonctionnait en tant qu'espace productif, puisqu'on retrouve en fait aussi le cycle d'exploitation de cette forêt avec les différents noms des parcelles et également la présence de la fontaine, fontaine Madane ou fontaine Hortense selon les périodes, avec du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se situe après l'ordonnance de 1669, donc on sait que c'est vraiment des forêts qui sont régies et qui répondent à des codes, et du coup on peut comprendre aussi le mode d'exploitation de cette forêt, qui était évidemment à sa construction du château par un des compagnons de François Ier destiné principalement à la chasse, mais aussi espace économique au XVIIIe siècle. Ensuite, on s'est intéressé à un autre type de document. Donc là, on a de nouveau une feuille du cadastre napoléonien. Donc d'un côté, le document régional et de l'autre côté, sa mise en œuvre à travers les outils du service. Et ce qui était là cartographié du coup autour des projets des carrières historiques, une première a été identifiée juste par la toponymie. C'est-à-dire que quand on se réfère à la matrice cadastrale des années 1830, ce n'est plus en usage de carrière, mais en tout cas, le toponyme mentionne cette exploitation.
on s'est appuyé sur ça, et puis ensuite sur tout type de documents, c'est-à-dire que ce que vous avez là, signifié autour du cadastre néoponien, à gauche, il s'agit d'une image LIDAR. En fait, le petit point rouge représente la glacière, et vous voyez très nettement l'effondrement du flanc de coteau, qui n'était pas en fait un vrai effondrement, qui en fait était l'ancienne exploitation qui était cachée par le couvert forestier en carrière de gypse. Pour l'exploitation évidemment du plâtre, et en fait on s'est tourné vers de nouveau les archives départementales autour des demandes d'exploitation, et on a retrouvé les demandes d'exploitation au XIXe siècle qui ont pu être faites pour l'exploitation au sein de la forêt qui n'était du coup plus une forêt domaniale, avec cette exploitation qu'on voit très bien, que ce coteau qui est comme meurtri par l'activité humaine. On a retrouvé du coup l'exploitation de la plâtrière bagage qu'on voyait en toponyme sur le cadastre néoponien, et aussi celle-ci, puisque celle-ci est appelée la carrière de la Fontaine, ou Fontaine ou carrière Madame, en référence à la Fontaine en contrebas. Donc là, c'est pour la partie exploitation des matériaux qui ont pu être documentés par les cartes anciennes. Et évidemment, lorsque vous visitez le château de Renaissance, vous visitez finalement ce que peut être le travail d'archéogéographe, qui va être la restitution du parc du château tel qu'il pouvait l'être pensé par Jules Hardouin-Mansart au XVIIIe siècle, puisque c'est grâce aux cartes anciennes qu'ont pu être restitués les parterres sur la terrasse, qui sont donc en perspective avec la glacière, comme vous pouvez voir le petit point rouge. Et du coup, c'est ce plan-là qui a permis de restituer le jardin du parc que vous pouvez visiter aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment aussi de montrer comment différents types de documents peuvent renseigner, selon les thématiques de la recherche, des points bien précis, puisque sur les camps, on a pu restituer, là c'était juste une sélection, mais évidemment, il y en a plus de 25 qui ont été utilisés pour cette étude de cas, l'exploitation forestière, les carrières de matériaux, et puis également le jardin à la française du XVIIIe siècle. Donc voilà, c'était un petit peu à travers ces études de cas pour voir comment, au sein, nous, du SDAVO, aussi bien d'un point de vue opérationnel que sur le travail au temps long, on arrive à mobiliser ce type de documents qui ont en fait tout à fait une utilité dans la lecture du paysage actuel, aussi des éléments pour faciliter la décision, également permettre, comme vous le voyez sur ce dernier exemple des coins, aider aussi architectes de monuments historiques sur des orientations à donner à leurs travaux. Voilà, j'espère que j'ai pu brasser certains sujets qui vous ont intéressé. En tout cas, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, bonjour, je me présente, je suis Dominique Vardon, donc j'étais forestier sur les 3 massifs, donc L'Isle-Adam, Montmorency, Carnel, Forêt des Coins, je connais fort bien, j'ai travaillé pendant tout l'ensemble pendant plus de 40 ans. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous venez de dire, en fait, j'ai essayé de l'utiliser. Et je fais souvent appel à Monique Vabon, à l'époque, sur le terrain, dès que je voyais quelque chose d'anormal. Les glacières, on en a restauré. Et par contre, je ne connaissais pas celle des coins. Alors, celle des coins, il y en a une qui est connue et qui est représentée sur les cartes et plans anciens. Celle-ci, on a pu la rattacher pour l'instant aucune des glacières connues. Et du coup, bon, c'est la limite de la découverte fortuite, c'est-à-dire que le contexte est un peu particulier et c'est une archéologie opportuniste. Du fait de la structure, quand je vous ai présenté la coupe transversale, il faut savoir que c'est les ouvriers qui ont décaissé plusieurs tonnes de matériaux. Bon, ça reste déramblé, donc c'est pas forcément du matériel qui peut être datant sur la date de la glacière, en tout cas de la construction. Et le fond qui est représenté sur cette coupe transversale est un fond arbitraire, puisque pour des raisons de sécurité, on a arrêté de vider cette glacière. Vous qui en avez vu, vous savez... on a restauré celle de l'Isle-Adam, la glacière de Cassan, que vous devez peut-être connaître avec oui. Monique Gabon. Donc on avait vidé tout l'intérieur et on l'a sécurisé avec une grille, quoi. Bon, on l'a mise en valeur par un panneau pédagogique. Et puis Forêt de l'Isle-Adam, qui est aussi sur la thématique que je présentais concernant l'archéologie des conflits contemporains, très intéressante, puisqu'il y a eu de nombreux bombardements. Ça a été, enfin,
Le Des- bombardement, et justement, au niveau de ce que je vais vous dire aussi, ça m'a intéressé, ce que vous venez de montrer, c'est que, en fait, tous ces trous de bombes, juste avant de partir, j'ai reboisé tout l'ensemble, enfin, les dernières parcelles qui ont été bombardées sur Cassan, là où il y avait les bases de V1, V2, et tous ces trous de bombes, en fait, je les ai remodelés de façon à recréer des mares. Mais en vue aérienne, on voit même encore des traces, là où il y a la clinique de l'Isle-Adam, des traces de rails. on en voit énormément, puisque Ouais. là, les données LIDAR que j'ai présentées à Equan, en fait, comme la forêt de l'Isle-Adam, il y a une partie qui est sur les bords de l'Oise. Il va y avoir une grande campagne sur toute la France d'acquisition LIDAR par l'IGN. C'est-à-dire, normalement, fin 2025, l'ensemble du territoire est passé par la laser grammétrie. Pour l'instant, c'est surtout les zones montagneuses, les zones de cours d'eau, sur des batteries bien précises. Et on l'a sur l'Oise. Et on arrive en fait à voir ces traces-là. D'autant plus que l'Isle-Adam, ce qui est très intéressant concernant les conflits contemporains et l'histoire du département, c'est que c'était une zone de guerre aussi. Où une des dernières batailles de l'armée française en 1940 pour défendre le pont qui permettait de traverser à cet endroit-là, où on a parmi les derniers soldats français qui sont décédés avant la capitulation. Donc c'est une zone de guerre qui est méconnue, mais c'est ça aussi qui est intéressant avec ce travail, c'est que et c'est le cas plus généralement de l'archéologie des conflits contemporains sur les régions. On s'est beaucoup concentré sur l'aspect blocos, mais en fait on a l'ensemble du territoire qui est en guerre, que ce soit par les abris antiaériens qu'on retrouve aussi par l'archéologie, et sur des territoires comme je présentais pour Nucourt, où finalement on a l'impression, notamment avec son église paroissiale qui est magnifique, sur une petite commune rurale au passé tranquille, et en fait qui était au cœur du tourment de la Seconde Guerre mondiale et qui a été la cible de dizaines de bombardements qui ont laissé des traces qu'il faut aujourd'hui documenter et qu'on documente grâce à l'analyse archéogéographique. Mais du coup, oui, n'hésitez pas à me recontacter sur ces différents éléments, puisque on intervient beaucoup sur le milieu forestier avec nos confrères, notamment de l'ONF, et puis notamment, comme vous l'évoquiez, pour la Première Guerre mondiale, je pense que vous pensiez au camp retranché de Paris. On a beaucoup travaillé sur la forêt de Montmorency, sauf qu'en fait, ces tranchées-là, elles courent jusqu'à la Roche-Guyon et les lignes qui vont même plus loin. Et dans le bois de la Roche-Guyon, on a retrouvé aussi ces éléments-là grâce aux images LIDAR. Donc oui, c'est vraiment un objet d'étude que maintenant s'approprient les archéologues et qu'on va continuer de développer dans les projets du service sur les années futures, comme je le présentais. Évidemment, pour tout l'intérêt historique, bon, ici, je pense que je n'ai pas besoin de le justifier, mais aussi sur tout ce que ça peut induire en risque pyrotechnique dans ces zones qui vont peut-être avoir des aménagements futurs, et connaître justement ces zones de bombardement, c'est important. Et puis grâce aux cartographies, on arrive à retrouver sur les cartes anciennes, en fait, des chemins qui appartenaient à l'État et qui en fait ont disparu, mais en fait on retrouve. J'ai retrouvé comme ça une voie qui aboutit de Cassan sur l'Oise, qui servait au débardage et peut-être au transport des grumes sur l'Oise. Oui, vous avez raison, là vous parliez de l'Oise, mais c'est vrai que tout le système aussi amont de la Seine, je pense notamment à la Seine-et-Marne, où tous les bassins versants ont été modifiés pour que les grumes aillent directement à Paris au moment où on se chauffait principalement en bois. Et du coup, c'est vrai que nos forêts actuelles, et on le voit avec la forêt de Montmorency, pourquoi elle est autant touchée par le champignon, c'est parce que en fait, il a fallu couper du bois pour les tranchées de la Première Guerre. Et du coup, on a replanté qu'une seule variété de bois qui est le chêne. Et là, du coup, le travail des forestiers est de rediversifier cette forêt de Montmorency. Et finalement, elle va être plus proche de ce qu'elle était dans un état ancien que la forêt actuelle qu'on peut visiter. Oui, bonjour. À propos de Bouqueval, les recherches actuelles sont des recherches qui sont envisagées dans un plan de connaissances, sachant que le village de Bouqueval ne peut pas s'étendre. On ne peut pas construire à Bouqueval à cause des avions, hein, vous l'avez dit. Et donc, quel est le but de ces recherches en dehors de l'intérêt général ?
c'est une des contraintes du Grand Paris. C'est-à-dire que finalement, le département du Val d'Oise est très peu touché par le Grand Paris, puisqu'il n'y a finalement que 2 communes qui le rejoignent, Argenteuil et Besançon. Sauf que quand vous faites d'aussi importants travaux que vous touchez à autant de friches industrielles, c'est qu'à un moment, vous avez des remblais. Et que, comme on le sait pour l'histoire du département, avec la plaine de Méry-Pierrelet, avec les boues parisiennes, c'est un petit peu le même sujet, en tout cas, pour le cas de Bouqueval. Ça va être entreposer des terres. Voilà. C'est des sujets cycliques, hein, c'est-à-dire que la plaine Méry-Pierrelet, qui a été largement étudiée par l'ARP, du coup, avec ce projet qui devait au départ être le plus grand cimetière parisien, qui avait été souhaité par Haussmann, où les Parisiens seraient venus en train rendre hommage sur leur lieu d'inhumation, est finalement devenu le lieu de stockage des boues parisiennes jusqu'à la fin du maraîchage. Et du coup, là, on est dans une nouvelle phase de développement avec ce superbe projet de forêt qui va permettre de revitaliser cette zone. Mais là, Bouqueval, voilà, c'est aussi ça, ce type de territoire. Si l'urbanisation n'a pas lieu, il y a aussi d'autres facettes liées à l'aménagement qui peuvent affecter des territoires, on va dire, plus ruraux. Oui, donc incidemment, je pense que il y a déjà eu quelques résultats où, puisque les tranchées étant faites. Il y a des résultats. Du coup, c'est une documentation qu'on dit grise, puisque ça n'aura pas lieu une publication pour l'instant scientifique grand public, qui sont disponibles au centre de documentation du service qui est ouvert au public. C'est-à-dire que les quelques exemples que je vous ai présentés déjà sur 3 communes, vous multipliez ça sur une année, vous multipliez ça par le nombre d'années où elles se Davos, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données archéologiques qui n'ont pas donné forcément lieu à une publication au grand public, qui sont consultables à notre centre de documentation. Là, le rapport n'est pas encore rendu de diagnostic. Ce que j'ai présenté, on va dire, c'est les données communicables et sans risque. Mais je vous invite, dès qu'il est publié, de venir au centre pour le lire, parce que les résultats sont tout à fait remarquables. Mais je ne peux pas l'évoquer pour l'instant. C'est, on va dire, peut-être trop d'actualité. Oui, je m'intéresse au village de Valmondois. Dans le livre de l'instituteur qui a été publié en 1900, on fait état de pierres taillées qui ont été trouvées un peu partout, mais on ne dit pas où. Alors ça fait des années que je me dis, je vais essayer de creuser la question. Comment est-ce que je dois faire pour commencer mes recherches? D'accord. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé là, mais les monographies de l'instituteur qui sont disponibles sur le site des archives départementales sont un premier travail d'érudition par commune, très intéressant, puisque ça donne à la fois certaines données, et notamment d'informations archéologiques qui ne sont pas connues autrement que grâce à ces monographies. Et puis également, c'est aussi une très bonne description du terroir en 1899. Sur Valmondois, il y a 2 choses, c'est qu'il y a la pierre à bâtir, il y a des carrières qui ont été exploitées, et du coup, si je ne m'abuse, il y a aussi un certain type de fossiles très particulier à Valmondois qui faisait une certaine qualité du calcaire. Et donc, en faisant ces carrières, ils ont trouvé d'autres fossiles avec des éléments, je crois, du Pléistocène. Je vous dis ça de mémoire, mais j'essaie de me rappeler. Après, il y avait de la pierre à bâtir des carrières anciennes, puisque de toute façon, il y a un château qui est sur les hauteurs, qui est aujourd'hui la Grande Ferme, qui n'est pas accessible, mais on sait qu'il a une certaine importance, puisqu'on a pu retracer aussi l'enceinte, avec un possible oppidum de l'âge du fer. Et puis, il suffit de toute façon de se balader à Valmondois pour voir toutes ces maisons en pierre à bâtir. Donc sur ces informations-là, elles sont difficilement localisables parce que, en fait, hormis parfois un lieu-dit, vous n'allez pas avoir la bonne zone. Et là, je parlais du cas où elles sont découvertes dans le cadre d'extraction de carrière, donc on peut bien situer. Mais il y a beaucoup d'informations qu'on appelle indices de site, qui être juste des prospections. C'est-à-dire, par les pratiques des agriculteurs jusque dans les années 70-80, vous aviez énormément de mobilier qui remontait, qui révélait la présence de sites, ou alors par des jeux de glissement des sites environnants. Aujourd'hui, les labours profonds, il n'y en a pratiquement plus.
Du coup, on a du mal, hors diagnostic archéologique, de révéler ces indices préhistoriques au sein du département. Mais oui, pour Valmondois, il y a une présence très ancienne. L'Antiquité, par contre, ça reste un énorme point d'interrogation. Il y a des sites gaulois, ça c'est sûr. Et comme vous l'évoquiez, à travers cette il y a une présence à la préhistoire. Mais c'est vraiment un peu de mobilier archéologique. Et le problème de cette période-là, c'est que la gestion du mobilier archéologique, c'était beaucoup pas forcément des collectionneurs, mais en tout cas des gens qui avaient une pratique de l'archéologie qui n'est plus la nôtre, avec des collections privées, et qui, malheureusement, ces collections rurales, pour la plupart, sont dispersées une fois la personne qui s'y intéressait a disparu. Puisque le principe du patrimoine, il existe parce qu'il y a des gens qui s'en occupent, et ces collections rurales, s'il n'y a plus personne que ça intéresse, elles sont dispersées. Et la mémoire du lieu où ça a été amassé, etc., je sais que c'est un grand travail que fait l'association du Centre de recherche d'archéologie du Vexin français, c'est de reprendre justement ces collections pour resituer sur des cartes où effectivement les sites, et de corréler aussi des appellations, puisque un lieu-dit, quand vous aviez 20 ans, a peut-être changé pour les habitants d'aujourd'hui de toponyme, parce que voilà, c'est aussi lié à l'usage du temps, la toponymie. Et puis pareillement, je sais que le Grand Vaud, donc, est spécialisé sur le néolithique, essaye aussi de toutes ces découvertes anciennes où il y avait une pratique un peu, je me balade, je me ramasse, de plus se conforter sur des pratiques contemporaines de l'archéologie. Quand je ramasse, je pointe où je le trouve, et du coup, on restituait notamment en forêt de Montmorency des sites d'exploitation de la pierre pour les haches polies avec les polissoirs, etc. Donc toujours pareil, ce que je disais, il y a des professionnels au département, et nous, on fait partie des premiers interlocuteurs, mais évidemment, le réseau d'acteurs associatif est hyper important pour documenter un territoire très divers dans sa nature. Et c'est vrai que, évidemment, le Vexin français, du fait de son caractère rural, l'aménagement du territoire est beaucoup moins important, et du coup, on intervient moins via l'archéologie préventive. Donc, en fait, on va avoir beaucoup de données sur certaines communes et très peu sur d'autres. Et c'est vrai que Valmondois, ça fait partie... on n'a eu aucune opération d'archéologie préventive. Et ce que l'on connaît surtout, c'est surtout lié à l'époque moderne et au XIXe siècle, autour justement du rayonnement de Daumier et puis d'autres artistes qui sont venus s'installer. Et c'est vrai qu'il y a un bâti notamment de maisons bourgeoises tout à fait exceptionnel le long du Sauceron. Et c'est un très beau village de caractère, mais qui mérite justement peut-être qu'on s'y intéresse aujourd'hui, puisque même son église, qui date en partie du XIIe siècle, mais une partie aussi du XIIIe, avec la nef du XVIe, a une histoire à mieux comprendre dans sa construction. Voilà. Merci. Vous avez parlé des images LIDAR. Est-ce que l'on peut les consulter en ligne ? Alors pour la région Île-de-France, non. Puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même un data.gouv.fr qui met tout un tas de données disponibles et qui peuvent avoir différents usages selon les personnes. Par exemple, vous les avez disponibles pour la région Auvergne. En revanche, nous, au sein du service, selon les études de cas, on peut les utiliser, sachant qu'il y a deux types de jeux de données LIDAR dont on dispose sur le département. Comme je le disais, celles liées à l'acquisition de l'hygiène, donc principalement sur tout ce qui va être l'Oise, Seine, et celle dans le cadre dont je parlais avec la forêt de Montmorency, sur des objets de recherche précis. Donc on a la forêt de Montmorency et la forêt de l'Isle-Adam. On va avoir une grande partie de l'ouest du département autour du projet collectif de recherche de Geninville, où eux aussi en fait essayent de remettre le site dans l'environnement, et du coup pour découvrir les occupations anciennes vont utiliser et mettre en œuvre le LIDAR dans cette optique-là. Mais il faudra attendre vraiment 2025 pour avoir tout le territoire et tout le territoire français avec cette couverture-là. Évidemment, ça va être un afflux de nouvelles données pour les archéologues qui va être très dense, et ça appellera peut-être justement, comme pour la photographie aérienne, une sorte de science participative dans l'analyse de ces données à suivre. Merci beaucoup. Merci à vous.